Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à m'excuser parce que je tourne cette vidéo à 8h30, il fait encore nuit, j'essaie d'avoir un maximum de lumière, mais j'ai pas réussi, donc c'est rien. On commence. Le plus important de la vidéo, c'est plus que je vais dire que, en gros, ma tête quand même. Donc, on commence aujourd'hui. Donc, j'avance au fur et à mesure. Il me reste 3 cours à faire, dont celui-ci, le cours sur le projet d'une Europe politique depuis le congrès de La Haye en 1948. Donc, déjà, j'annonce la couleur un petit peu. C'est un sujet, je trouve, qui reprend énormément des dates un petit peu, d'autres sujets qui traitent sur la France et autres. Donc, je trouve qu'il est quand même, enfin, sur aussi les guerres et autres. Et donc, je trouve que c'est plutôt un sujet où on peut, où on a moins de choses à réviser. Voilà. Je garde les deux plus durs à mon avis pour la fin, dont l'un, moi je trouve le cours sur le Moyen-Orient est très compliqué, et lui je pense que je vais le garder pour vraiment la fin, parce qu'il est vraiment très très compliqué. Donc on commence tout de suite avec le cours. Alors, dans ce genre de thème, il faut surtout en fait réussir à se situer géographiquement et temporairement. Temporairement, c'est-à-dire faire un sujet qui va traiter, qui sera géographique et en même temps au niveau des dates en fait, c'est ça qu'il faut faire. Vraiment rappeler là où on se trouve et les dates. Alors là on se trouve, c'est un peu compliqué à situer, voilà, mais on peut notamment très facilement se référer aux dates. Généralement, en plus, dans les sujets d'histoire, c'est généralement, on conseille de faire un plan temporel comme ça. C'est quand même ce qui peut plus valoriser donc votre plan. Donc on est en Europe, le thème s'étendra donc de 48 jusqu'à à peu près nos jours, donc le temps contemporain. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va se concentrer sur l'Europe et surtout la politique européenne. La politique sera la politique économique et géopolitique, voilà, comme ça on est clair. La première partie, ça sera 1948 à 1957, le début de la construction d'une Europe. Ensuite, 1957 à 1998, l'Europe politique à une Europe économique. Et on passera donc au troisième, qui sera donc de 92 à nos jours, qui en fait sera une Europe qui va se renforcer. Et je tenais à dire que je trouvais que c'était un thème beaucoup d'actualité, très d'actualité, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, on parle beaucoup du fait que les Anglais, l'un des pays fondateurs, souhaitent se barrer totalement de l'Union Européenne. Donc ça, je trouve ça ultra intéressant, et c'est pour ça que je pense que niveau phrase accroche, il y a de quoi trouver en ce moment. Donc le thème, enfin la problématique, moi ça c'était problématique simple, donc là je vous invite vraiment à reprendre celle de votre professeur si elle est un peu plus technique ou détaillée. Là ce que j'applique moi, c'est si on se retrouve avec un thème à l'examen qui est ultra segmenté et qu'on n'a pas du tout vu cette même problématique en cours, ce sont des problématiques qu'on peut réutiliser à ce moment-là. Donc comment l'Europe s'est-elle formée après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, et comment a-t-elle évolué pour devenir ce qu'elle est actuellement. Donc la première partie, 48 à 57, le début de la construction d'une Europe. Juste pour une idée d'accroche, et à ce moment-là, vous n'avez vraiment rien du tout. On a ce qu'a dit Victor Hugo donc en 1848, qui proposait la création des États-Unis d'Europe. Donc je dis bien des États-Unis d'Europe. Voilà, je mets bien les guillemets. En 47, on a donc le plan Marshall, donc ça c'est vraiment pour mettre un petit peu dans le bain. En 48, le congrès de La Haye permet une réconciliation entre les peuples européens. Il regroupe 754 délégués de toute l'Europe. En 49, on a la création du Conseil de l'Europe. En 50, la publication du Conseil de l'Europe de la Convention européenne des droits de l'homme est réalisée et publiée. On arrive le 9 mai 1950 où Robert Schuman rend public un texte de Jean Monnet sur la création de la CECA, donc la Communauté du charbon et de l'acier, qui sera l'un des premiers textes, l'un des premiers faits fondateurs de l'Europe. On note également que le 2 août 51, la CECA est officiellement fondée sur le traité de Paris, et en 1951, donc un petit peu avant, l'Italie et le Benelux
rejoignent le CECA, Benelux. Que je ne me trompe pas, c'est Belgique, Luxembourg, il me manque un pays où là c'est un peu la honte que je vous mettrai, je pense, en barre d'infos, parce que là je ne l'ai pas du tout, c'est pas les Néerlandais, non, c'est pas les Hollandais, non, du tout, j'ai un trou. Voilà, ça fout mal, hein, c'est qu'à préparer son cours, voilà. Moi, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que là, j'ai un trou sur Benelux. Sinon, dites-le moi en commentaire, comme ça, vous pourrez dire, bah, tu vois, tu t'es trompé et pourtant, c'est évident. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre, j'ai un trou. Donc, on arrive en 1954 où on a l'échec de la CED, la Communauté Européenne de Défense. Et là, c'est important de le noter, premier échec de l'Europe. On arrive donc au deuxième thème, 57 à 92, d'une Europe politique à une Europe économique. On est en 57 où c'est la naissance de la CEE. CEE, c'est ça. Je comptais le nombre de E que j'avais dit. Donc c'est en gros l'Europe des 6 avec l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas. On arrive en 62 avec la création de la PAC, en fait, du PAC, ou voilà, PAC, donc politique agricole commune, c'est bien de la PAC, qui a mis en place l'Union européenne. En 68, on a l'Union douanière qui est réalisée et elle est constituée des États membres de l'UE et quelques pays frontaliers tels que Monaco, Andorre, Saint-Marin et la Turquie par exemple. En 74, on a la création du Conseil européen. En 86, on a la signature de l'acte unique européen qui met un petit peu les bases, les formes et vraiment les fondations au niveau de l'Europe. On arrive dans la troisième partie avec de 92 à nos jours une Europe qui se force, qui se forge. J'ai dit qui se force, c'est magnifique. En gros, elle se renforce ou elle se forge ou elle se renforce. Bref. En 92, on a la signature du traité de Maastricht qui sera vraiment le texte fondateur de l'UE qui marque vraiment le point à ce moment-là de la fondation de l'UE. On est donc le 1er janvier 1999 où la naissance de l'euro, donc la monnaie unique qui rend quand même ce pays, qui rend quand même un petit peu l'idée de Victor Hugo d'avoir les États-Unis d'Europe possible, parce que les États-Unis sont plusieurs États qui utilisent la même monnaie, qui se gouvernent tout seuls mais qui utilisent la même monnaie, qui ont des TVA différentes. C'est ce qui arrive en Europe en fait, parce qu'on peut vraiment faire la comparaison. Là je vais vous reparler de ça au niveau de l'ouverture qui peut être faite à propos de cette petite accroche que je vous ai donnée au début de ce cours. Le 1er janvier 2002, on a les billets et pièces en euros qui sont mis en circulation. C'est pour cela que sur vos petites pièces qui sont nées en 99, vous pouvez voir donc 99, il y en a même une, non 99 c'est ça, 99, 2000, 2001, vous pouvez voir au niveau de la date, pourtant elles vont être mises en service qu'en 2002, sauf qu'il fallait préparer l'échange de chaque monnaie, les francs pour l'euro, c'est la seule monnaie qui me vient à l'esprit, donc ça va pas trop le faire. Il y avait mais c'était les francs suisses, mais les francs suisses ils existent encore, donc là j'ai aucune idée d'un coup, mais ça aide vraiment, on s'en rend pas compte de tous les avantages qu'il y a à l'euro. Je vais revenir à la fin, c'est pas du tout un message politique que je vais vous faire à la fin. Le 29 mai 2005, les Français rejettent le traité constitutionnel européen. Énormément de pays le rejettent également. Il me semble que les Pays-Bas le rejettent également. Donc la France constitutionnelle, enfin le traité constitutionnel européen, c'est l'un des seconds gros échecs de la part de l'Europe que je tiens à noter sur ce cours. Donc voilà, l'Europe ne s'est pas fait en un jour et comme tout, il y a eu des échecs et des côtés ou des choses qui ont très bien marché tels que l'euro. On arrive en 2007 avec le traité de Lisbonne qui permet la modification entre autres du fonctionnement de l'Union européenne. Ça a apporté énormément de modifications et de changements à l'UE. En 2008, on peut noter l'influence des USA sur la crise financière européenne. Alors c'est important de se rendre compte que tous les pays occidentaux, même si on ne fait pas partie des États-Unis ou de l'ALENA ou des différents PAC qui avaient qu'on aurait aimé faire ou qui ont été annulés par la suite, on se rend compte qu'on est quand même lié entre les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on a par la crise des subprimes qui va commencer en 2007 et qui va se lier totalement à l'Occident. Donc c'est assez
problématique, et en même temps on voit que chaque pays en fait se tient les uns les autres, et le fait que l'Union Européenne soit les uns les autres ensemble, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus forte. À plusieurs, on est toujours plus fort, et c'est ce qu'a montré un petit peu les différentes politiques européennes, et même tout ce qui était de restreindre les Européens. Ça a permis de relancer l'économie, surtout ce qui a très bien entre guillemets marché, c'est en Espagne. Il y a eu une grosse récession avec beaucoup de chômage, et maintenant ça va quand même beaucoup mieux, même si on note quand même encore du chômage, même en France, hein. On n'avait jamais eu des taux de chômage aussi élevés, maintenant ça redevient un petit peu entre guillemets correct, mais ça reste quand même important. Hop là. On peut noter en 2018 qu'il y en a 28 pays membres de l'Union Européenne. Et là, je vous invite tout bêtement à aller sur le site de l'Union Européenne. Vous allez retrouver plein d'informations. Informations qui vous sera utile, et qui note aussi l'actualité des pays de l'Europe, et également de ce qui est mis en place par le Parlement européen. En conclusion, l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, est frappée économiquement et politiquement par différentes crises. L'Europe doit se former et se soutenir pour se construire et être pérenne. C'est une Europe, c'est un terrain pérenne, je crois que c'est bon. Donc en gros, je voulais juste revenir sur 2-3 points. Donc le fait de ce qu'avait dit Victor Hugo, je trouve ça important parce qu'on se rend compte de l'optique des États-Unis. C'est ce qu'on a pu essayer de reproduire en France, que je parle au niveau des taxes, au niveau même de la politique, parce qu'on a la politique européenne qui est menée, mais chaque pays mène sa propre politique. C'est comme aux États-Unis. On a l'État fédéral, mais on a surtout chaque État qui quand même fait ses lois. Chaque État fait ses propres lois. Comme vous avez la peine de mort qui est abolie dans certains États et d'autres non. Par exemple, vous avez aussi des lois qui sont toutes stupides. Par exemple, j'avais lu une loi qui était assez amusante. C'était par exemple que les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Bref, il y a certains États où ça existe encore. Vous pouvez être verbalisé, entre guillemets, mais personne n'est verbalisé. Donc voilà, chaque pays a ses propres lois. Chaque État, a ses propres lois, telles que les pays européens. Donc ça, on a une vraie comparaison qui est possible. Vous pouvez vous amuser à le faire, et vous verrez qu'il y a énormément de comparaisons possibles. Moi, ce que je note surtout, c'est les TVA, c'est les lois, et c'est les choix des politiques menées. Voilà. Donc chaque pays est représenté par un président ou un chef d'État, des premiers ministres, des chanceliers, tout ça. Aux États-Unis, c'est comme des députés, il me semble, si je raconte pas n'importe quoi. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez voir et vous renseigner par rapport à ça. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que cette phrase d'accroche est vraiment pas mal et montre vraiment une belle similitude. Et secondement, revenir sur la crise des subprimes, où on a pu vraiment essayer de rebondir sur cette crise grâce au fait qu'on était des États qui étaient unis, vraiment. Et forcément, il y a des pays qui gagnent plus que d'autres, voilà, comme partout. Et ce qui peut aider, comme par exemple, il y a pas mal de ces pays qui sont plutôt des pays touristiques. Grâce à ça, grâce aux Européens, par exemple la France et l'Allemagne, la France métropole, voilà, mais surtout l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de plages, il n'y a pas beaucoup, quelques pistes de ski encore, enfin bref, c'est pas très touristique, mais les Allemands gagnent bien leur vie. Donc du fait qu'on soit dans l'Union Européenne, ça favorise les autres pays qui, eux, sont plutôt basés sur le tourisme, à aller dans ces endroits-là, et ces pays, avec leurs investisseurs, à investir dans ces pays qui sont plutôt industriels. Donc, comme quoi, ça permet vraiment de se renvoyer la balle, et le fait d'avoir une monnaie commune, d'avoir des frontières ouvertes, ça aide à beaucoup de choses. Voilà. Je suis pas du tout dans un message politique, mais je trouve ça important de me rappeler, parce que, franchement, juste quand vous partez dans un pays où il y a la douane, on se rend pas compte parfois des heures qu'on peut passer à la douane. Voilà, là je vous parle en voiture, voilà, vous avez peut-être déjà vu ça en prenant l'avion, les douaniers qui existent. Si vous avez pris déjà un train à Gare du Nord pour aller vers l'Angleterre, vous avez la douane française, puis la douane anglaise, puis tac, on prend, et dans l'autre sens, c'est pareil, la douane anglaise, la douane française, et hop, on prend le train. Bref, vous avez toutes ces choses-là qui montrent que c'est quand même, voilà, l'Union Européenne a permis beaucoup de choses, et c'est important tout ce qui est accord frontaliers qui sont importants. Et là je voulais pas citer, et c'est quand même important, vous avez donc les pays qui ont l'euro, des pays qui ont partie de l'Union Européenne qui n'ont pas l'euro. Il n'y a pas que l'Angleterre, après il y a 2-3 pays en plus, mais je ne connais plus le nom, j'ai pas les noms en tête, qui font
partie de l'Union Européenne mais qui n'ont plus l'euro, et vice versa, il y a des pays qui utilisent l'euro qui ne font pas partie de l'Union Européenne. Exemple, Andorre. Voilà, ils ne font pas partie de l'Union Européenne mais qui ont l'euro. Voilà, donc il y a d'autres pays comme ça qui utilisent l'euro ou autrement, autre chose. Par exemple, quand vous allez en Croatie, j'ai la chance d'aller en Croatie pour mes 20 ans, vous allez là-bas, vous avez donc le kuna, mais beaucoup de commerçants acceptent l'euro. De 1, la valeur de l'euro est plus élevée, et de 2, ils espèrent prochainement rentrer dans l'Union Européenne. Donc c'était les 2-3 petites choses que je voulais vous citer. N'hésitez pas si vous avez eu aussi par exemple des expériences comme ça pour voir vraiment la différence entre les pays frontaliers et l'autre pour se rendre compte vraiment de l'Europe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas donc à liker, à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Ciao ciao.